S'il vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé Mario, ouais. Je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et j'ai explosé son jeu. You cannot be serious. Il est espagnol, Rafael Nadal. Hello, c'est Max, bienvenue sur le podcast Tennis Légende. Pour notre 41e épisode, on reçoit un deuxième agent après Julien Cassaigne. Il s'agit du légendaire Régis Brunet. Recommandé par Arnaud Di Pasquale en personne, son nom est sorti dans plusieurs épisodes. C'est donc tout naturellement que j'ai demandé à Reg, comme on le surnomme, s'il était chaud de nous raconter son parcours. Et non seulement il a accepté, mais on a fait un marathon de 4 heures d'enregistrement. Cette première partie est déjà très riche et si vous êtes sur YouTube, sachez que vous pouvez écouter ou regarder en vitesse 1.5 ou 1.75, ça va un peu plus vite et ça marche très bien. Ancien joueur pro qui a fait sport-études avec Yannick Noah, puis directeur de tournois de tennis et de golf, agent du gratin du tennis français de Forget à Grosjean, ainsi que de plusieurs stars de golf et de foot. Notre invité revient dans un premier temps sur sa pire galère pendant sa carrière de joueur. C'était lors d'une tournée en Inde fin des années 70 sur une surface comparable à de la bouse de vache séchée, à l'époque où l'Open d'Australie se jouait sur gazon à Kooyong. Il nous évoque son partenariat avec Lacoste en tant que joueur et la relation avec son fondateur, Monsieur René Lacoste, en personne qu'il a bien connu. Assez lucide, Reg nous confie avoir mené une carrière de joueur tout en dilettante, mais c'était avant de devenir un des meilleurs agents du tennis français, en étant, pour reprendre ses mots, un tueur en dehors du court. Il nous balance des anecdotes avec Michael Jordan ou André Agassi, revient sur un entretien d'embauche mythique pour l'ancienne agence ProServe, puis nous raconte avec délectation ses débuts chez IMG, International Management Group, l'agence leader mondiale dans la gestion d'affaires commerciales de sportifs et autres célébrités. Il nous donne les clés et subtilités qui font un bon agent. Si vous connaissez quelqu'un dont c'est le plan de carrière, envoyez-lui de suite cet épisode, ça lui rendra un grand service. Vous l'entendrez, Reg est simplement le king de l'anecdote, vous allez vous régaler. Il nous parle enfin de sa relation avec son tout premier joueur qui l'a challengé avant de lui donner sa confiance, Guy Forget, puis évoque Arnaud Butch et on termine cette première partie en beauté avec Mr. Roger Federer, dont notre agent a géré les droits dans ses jeunes années. Pensez à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour devenir une légende dans notre cœur et nous aider à faire connaître la chaîne. Si vous voulez progresser dans votre jeu, on a créé 2 formations gratuites qui vont vous plaire. La première regroupe 14 secrets du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui a coaché 12 top 100. C'est du petit lait pour jouer plus relâché sur le court et mieux gérer ses émotions. La deuxième est en format audio et vidéo avec Fabrice Barrault, notre statisticien préféré, qui travaille avec les coachs de Félix Auger-Aliassime et de Daniil Medvedev. C'est du très lourd. Maintenant que vous nous avez écrit votre plus bel avis, mis 5 étoiles et récupéré vos formations offertes, c'est parti pour notre 41e épisode et c'est un bijou avec Régis Brunet. Bonne découverte et bonne écoute à tous. Salut Régis. Ça va Max, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va. Alors Régis, t'es né le 31 mai 56 à Marseille. Tu mesures 1,83 et t'as été 205e joueur mondial en 78, 16e joueur français de l'époque. Tu es ensuite devenu directeur de la promotion de la com chez Nike, puis agent de joueur et directeur général de la filiale française d'IMG France. Tu as été directeur du tournoi féminin de l'Open Gaz de France, l'Open GDF Suez de 2000 à 2013, puis co-directeur avec Amélie Mauresmo. Tu as travaillé à la création de la compète de golf, le Vivendi Trophy, avec Canal pendant 4 ans. Tu as également été au développement du triathlon de l'Alpe d'Huez. Bon, tu pourras nous parler de toutes ces cordes qui sont à ton arc. En tant qu'agent, tu as géré les droits d'un paquet de joueurs, Guy Forget, Arnaud Butch, un certain Roger Federer de son adolescence à ses 20 ans, Nicolas Escudé, Arnaud Clément, Seb Grosjean, Polo Mathieu, Di Pasquale, Rosset, Beneteau, Mahut. Tu as aussi contribué à la création de 2 divisions additionnelles, la division golf avec Thomas Levet, Raphaël Jacquelin, Victor Dubuisson, Grégory Avray et la division football avec Olivier Dacour, Patrick Mboma, Mickaël Landreau, Benoît Chéroux. Aujourd'hui, tu es consultant en marketing sportif. On va principalement parler tennis aujourd'hui, même si c'est important de connaître toutes tes casquettes de l'époque. Est-ce qu'on doit ajouter quelque chose de primordial à ta présentation, Régis? Non, c'est complet. Non, tout va bien. Alors, pour nous situer, comme tu as été joueur de tennis pro, est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as découvert ce sport et qu'est-ce qui t'a fait accrocher particulièrement au tennis? Écoute, j'ai découvert ce sport vraiment par hasard parce que je voulais faire du sport, mais je savais pas quoi. Et ma mère m'a mis dans une école de tennis à Lumini à Marseille.
avec lequel j'ai réussi à me plaire. Donc ça m'a beaucoup aidé pour grandir des échelons. Je suis passé après, en fait, tennis club de Lumini à l'école de Joseph Tolpa, qui était l'école de la mairie de la mairie de Marseille. Et j'ai fait ma carrière après au cercle sportif municipal jusqu'à 24-25 ans. Est-ce que tu peux nous situer ta progression de non classé à numéro, étape par étape, tu t'en souviens? J'ai commencé à 30, 4-6, je crois, après -2, -15. Et puis après, je crois que j'ai atterri en première série à l'âge de 18 ou 19 ans, jusqu'à l'âge de 26 ans, où je suis resté pendant 8 ans en première série. Mon meilleur classement a été 16e. Et t'as fait non classé 30 et 30, 4-6. Ouais, 34-6, ouais. Ça n'a pas rigolé à l'époque. J'étais à Marseille et puis après, j'ai atterri au tennis études de Nice, où on était 8 jeunes, avec notamment Yannick Noah, Dominique Bedel, Louis Borfiga, Hervé Gauvin, Christophe Paquet, Pierre Albuxège, Christophe Cazin, où j'ai passé 2 ans en tant qu'interne, avec sous la direction de Patrice Bust. Donc ça, c'était une expérience qui était géniale, parce que ça permettait en fait d'allier tennis et études, même si les études sont restées un peu en rade. Tu t'es entraîné avec Yannick du coup pendant 2 ans? Oui, bien sûr. C'est Yannick, quand j'étais arrivé, je suis parti là-bas, j'avais 14 ans. Yannick arrivé, il avait 10 ans parce qu'il est né en 60. Ouais. Donc Yannick était lui à côté de moi. Moi, je me souviendrai toujours parce que c'était la coqueluche de l'équipe. On était 8 internes et c'était notre petit chouchou. Et ce qui était marrant, c'est que à la fois il était doué, on voyait qu'il avait vraiment envie, mais surtout il avait un manche-disque et il dansait tous les soirs, il chantait. Il avait déjà des détails qui allaient se révéler très performants plus tard. À l'époque, on appelait ça un manche-disque. Un manche-disque, absolument. Il mettait les disques et puis il dansait et chantait. C'était énorme. Tennistiquement, tu pouvais sentir qu'il allait devenir si fort? Ah oui, il était conditionné. Nous, on était là peut-être un peu plus pour le fun. Lui, il était là pour mission. Il savait que c'était sa carrière. Il avait un état d'esprit qui était différent quand il était sur le court. C'était un carnassier. Il voulait toujours faire plus de services. Il voulait toujours faire plus de volets. Nous, on essayait d'en faire un peu moins pour aller boire un coup. Lui, non, c'était pas le cas du tout. Lui, il était conditionné et il était déjà dans son rôle de champion. En tant que jeune, tu te situais où par rapport aux meilleurs Français? Dans les 8 premiers de chaque catégorie, mais j'avais trop de dilettantes. J'avais pas un mental supersonique, et puis j'avais pas une technique j'avais pas le talent en fait qui permettait de rivaliser avec les meilleurs. Donc automatiquement, je suis resté un petit peu en backstage de tous les meilleurs à cette époque. T'es quand même monté 205e avant d'arriver là. Tu rêvais de choses concrètes ou tu pensais plus à draguer les filles à cette époque-là? Franchement, quand je me suis mis au tennis, j'étais vraiment passionné et je suis arrivé à me dire, quand j'étais à Marseille et à Nice, si un jour j'arrive en première série, quoi, c'est le summum, quoi. Je veux dire, parce que ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est qu'il y avait 30 meilleurs joueurs, il n'y avait pas beaucoup de joueurs de tennis, c'était vraiment le boom du tennis grâce à Björn Borg. Donc tout ça s'est éclaté de manière fabuleuse. Donc j'étais 200 à l'ATP, mais je ne devrais pas le dire, mais il y avait 400 joueurs, quoi. Et t'as joué les grands chelems juniors déjà avant ou pas? Oui, j'ai joué Roland-Garros, bien entendu. J'ai joué que Roland-Garros en junior. Autrement, j'ai joué 2 fois Roland-Garros en senior. Je me suis qualifié 2 fois. Déjà, chez les jeunes, tu te souviens d'une anecdote éventuellement avec des gars qui sont devenus très, très forts par la suite? Ça me vient pas à l'idée là maintenant. Je me souviens surtout de l'état d'esprit de Yannick, en fait. C'était vraiment le mec qui adorait la bagarre, qui adorait la compétition, qui adorait le fight. On pouvait être très potes, on pouvait boire des coups, mais quand je me rappelle avoir joué contre lui dans un tournoi satellite en Italie, et puis quand on a commencé à jouer, quoi, s'il ne connaissait plus, alors que moi j'étais le mec sympa, quoi, qui voulait carrément jouer le match tranquille, quoi, je veux dire. Mais lui, il voulait écraser, quoi, je veux dire, et c'était fabuleux parce que c'était vraiment l'état d'esprit qui me plaisait énormément. Et Luigi Borfiga, on a fait un épisode ensemble, ce fin technicien aujourd'hui exilé au Canada. Tu le percevais comment chez les jeunes à cette époque-là? Luigi, c'était notre parrain, c'était notre boss, c'était le taulier en fait. À l'internat, c'était lui le patron.
Les Willy, tout passait par lui, en fait. Luigi, c'était la clairvoyance, c'était le bon mec, il était pas très doué, mais il s'accrochait, il était marrant, on faisait des foot, c'était le leader, c'était notre capitaine. Moi, je suis pas surpris de ce qui lui arrive aujourd'hui au Canada, parce que franchement, c'est fabuleux et je m'en réjouis, mais on aurait dû le garder en France, quoi. Je veux dire, c'est un mec fabuleux qui aurait mérité de faire une carrière aussi bonne en France qu'il le fait au Canada. Ton tout premier point ATP, tu te souviens où c'était? Est-ce que tu avais ressenti? Je croyais que c'était un tournoi satellite en France. Avant, il y avait les circuits d'hiver, donc c'était un circuit qui durait 5 semaines. Et puis, on arrivait à être dans les 20 meilleurs, ce qui faisait qu'on avait un point ou deux ATP. Ouais, mais bon, c'est pas plus que ça, en fait. Moi, le plus important, c'était première série. Première série, pour moi, c'était les meilleurs joueurs français. Et une fois que j'étais en première série, après, bon, c'était plus difficile parce qu'il fallait rentrer, il fallait les manger tous et ils étaient beaucoup plus requins que moi. C'était quoi? C'était le circuit Marlboro, non? Oui, le circuit Marlboro en été, et puis il y avait le circuit Penn qui se déroulait en hiver. Ouais, et puis bon, après, c'était la facilité, c'était les tournois week-end, donc des fois, on faisait 2 tournois par semaine. On arrivait le jeudi, on jouait le vendredi un tour, 2 tours le samedi, un tour dimanche si jamais ça voulait rigoler, et puis on enchaînait, mais on était à Biarritz, on était à Royan, on était dans toutes les plus belles destinations. C'était la vie de rêve, quoi. Je veux dire, on a réussi à s'autofinancer comme ça. C'est ce que j'allais te demander. Tu jouais beaucoup plus sur le circuit français que le circuit pro? J'ai essayé le circuit pro, j'ai fait 2-3 expériences, notamment en Asie comme en Amérique du Sud, et puis on s'aperçoit que, ça coûte cher, 2, c'est très dur, les joueurs sont très performants, on arrivait à malheureusement à pas rentrer dans le tableau, donc automatiquement ça nous coûtait de l'argent. Et quand on arrivait en France, on pouvait gagner de l'argent plus facilement en disputant les tournois Marlboro, ce qui faisait que notre choix et puis une qualité de vie qu'on n'en parle pas, quoi. Je veux dire, c'était les boîtes de nuit, c'était les restos sympas, les nanas, enfin bon, on s'est vite aperçu que prendre l'avion, c'était un côté désagréable, quoi, je veux dire. Et la prépa physique et mentale là-dedans, tu la mettais où? Bon, la prépa mentale, c'était juste de se dire essaye de gagner un tour pour essayer de gagner un deuxième. Si jamais tu fais finale, bon, tu prends quelques points, tu prends un peu d'argent, tu vas dans le tournoi d'après. On était plein de potes, on voyageait ensemble. C'était une espèce de caravane de 10-15 joueurs qui voyageaient tous ensemble. Mental, il n'y avait pas de mental, en fait. On voyait en fonction de l'humeur du jour si on pouvait gagner ou pas, en fait. C'était quoi ton style de jeu? Alors moi, c'était surtout axé sur la volée parce que j'avais une grande faiblesse qui était mon coup droit. Donc, automatiquement, dès qu'il y avait une balle courte, je faisais un chip charge et puis j'arrivais à la volée où j'étais pas maladroit et je réussissais à faire quelques bons résultats avec un revers qui me permettait d'y aller plus facilement que d'autres, quoi. Voilà. Donc, à un moment donné, celui qui était pas bien, je pouvais un peu l'emmerder. Et puis celui qui était bien, il rigolait parce que c'était trop facile, quoi. Je veux dire, parce que celui qui gagnait le premier, bon, souvent, il gagnait le match, quoi. Je veux dire, c'était vraiment du tennis à la bonne franquette, en essayant d'être un peu professionnel sur certains moments, quoi. Je veux dire, sur Roland-Garros et sur les grands tournois. Avant justement d'arriver à Roland et au grand tournoi, est-ce que tu te souviens d'une de tes pires galères que tu as pu vivre sur un satellite au bout du monde, en Amérique du Sud ou je ne sais où? Ouais, la pire galère qu'on a eue, c'est avec Christophe Freis, Christophe Gaza. On se retrouve à Bombay, arrivé tard dans la nuit. On ne se connaissait pas du tout l'Inde. Il faut savoir, c'est qu'à l'époque, un voyage, c'était un vrai voyage, quoi. C'était un truc où on arrivait, on partait, on n'avait pas de portable, on n'avait rien du tout, quoi. Je veux dire, on avait une réservation comme ça dans un hôtel. On arrivait à l'aéroport, on prenait un taxi, on ne savait pas où on allait. On a traversé Bombay pour jouer donc les internationaux d'Inde où on était dans les qualifications et puis on arrive dans ce merveilleux hôtel qui était le Taj Mahal et puis on va à la réception et puis on demande vous avez certainement une réservation pour nous, on joue le tournoi et là les personnes nous disent écoutez non désolé on n'a pas de réservation, vous pouvez éventuellement aller dans l'hôtel à côté. Bon c'est vraiment pas de chance, on va dans l'hôtel à côté qui était un boui-boui, mais infâme, on ne pouvait pas dormir, c'était impossible, quoi. Je veux dire, donc, on est rentré, et là, à 11h du soir, par un concours de circonstances incroyables, on rencontre un capitaine d'avion d'Italia qui voit notre détresse, parce qu'on était prêt à dormir dans le lobby.
et qui nous dit écoutez, je vais vous aider, je vais vous prêter ma chambre, je reviens dans 4 jours, prenez ma chambre. Et là, je crois que ça a été le plus beau jour de notre vie, quoi, je veux dire, parce que en Inde, quand on a 19 ans, on se retrouve perdu dans un pays qu'on connaît pas, on parlait l'anglais comme une vache espagnole, c'était l'horreur. On s'est retrouvé dans la chambre de l'Italien, c'était magique, quoi, c'était un grand bonheur. C'était en quoi? C'était en 75? Ouais, en 75, et puis on jouait le tournoi en fait à Bombay sur des cours en bouse de vache séchée. Ouais, les fameuses. Donc bouse de vache séchée. Donc l'ATP à l'époque, c'était les débuts, nous a dit écoutez, faites vraiment attention parce que si jamais vous vous blessez sur ce cours, on est obligé de vous amener à l'hôpital. Alors bon, c'est vrai qu'à l'hôpital à Bombay, hein, on a joué tous en survêtement et jouer sur bouse de vase séchée, ça a été magique, quoi. Je veux dire, c'était un truc incroyable, quoi. Je veux dire, c'était un dépaysement total, quoi. Ton chip prenait bien sur bouse de vache? Ouais, il prenait bien, mais on n'avait qu'une envie, c'était de se barrer parce que le prochain tournoi, je pense que c'était Taïwan ou c'était Tokyo, mais on voulait plus rester, quoi. Je veux dire, c'était le danger et la peur d'aller à l'hôpital était prioritaire par rapport à nos résultats. Je me rappelle avoir perdu au premier tour ou même au deuxième, enfin je sais pas, contre Dick Dale qui à l'époque était un Américain gaucher et tout ça. Et j'étais tellement content pour lui qu'il gagne parce que moi j'avais la possibilité de me barrer parce que c'était vraiment très difficile. Une pause d'autopromotion pour vous rappeler de vous abonner à la chaîne et de récupérer vos 2 formations offertes. La première regroupe 4 optimisations pour savoir ce que la stat dit de votre jeu. Et la seconde regroupe 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant passé sur le podcast. C'est gratuit en allant sur les 2 premiers liens juste en dessous en description. Et la bouffe, vous gériez comment? La bouffe, c'était comique, quoi. Je veux dire, le pire souvenir de cette tournée, c'était un tournoi. Donc le prochain tournoi, c'était à Tokyo, et à Tokyo, on arrive et puis le faux plat, il était à l'époque à 25 €, quoi. Donc, on se retrouvait mais avec des prix mais on savait pas, quoi. On n'a rien bouffé pendant une semaine, on n'avait pas d'argent en fait. Et je me rappelle à Tokyo, mais c'était une catastrophe. C'était terrible pour un étranger d'arriver là-bas à la fois pour manger comme à la fois pour prendre le métro. Il n'y avait rien en anglais. On avait notre carte en fait de l'hôtel qui nous servait en fait parce que tout le monde ne parlait pas anglais et nous on parlait pas bien sûr japonais. Donc on a failli se perdre, je sais pas combien de fois. Heureusement on avait la carte de l'hôtel pour éviter de se perdre. Et puis se perdre à Tokyo, je préfère pas imaginer c'était l'horreur, quoi. Aujourd'hui, si on va en Inde, on trouve toujours ça très pauvre. Alors en 75, j'ose même pas imaginer, est-ce que tu as eu l'occasion d'y retourner et de voir une évolution ou tout ça sont des souvenirs très lointains? Non, c'est des souvenirs lointains. Après, j'ai pas voulu revenir, ou pas eu l'occasion surtout. J'aurais bien aimé, j'aimerais bien aller en Inde pour voir un peu comment ça a évolué. Il faut savoir, je suis resté une semaine, c'était bon, quoi. Je veux dire, c'était une bonne expérience de joueur de tennis parce que à l'époque, on était vraiment les précurseurs, quoi. On était les cobayes du circuit international. Donc, et vous étiez détaché par la Fédé ou vous étiez vraiment en indépendant à ce moment-là? On était détaché par la Fédé, mais avec un caractère un peu on s'est dit, la Fédé nous poussait à partir, bien entendu, pour disputer des tournois. Et après, on s'autofinançait, mais on n'avait pas de coach avec nous. On était seuls, quoi. On a fait cette tournée où il y avait Bombay, Tokyo, Hong Kong, Taipei et Manille. Et après, on est parti sur l'Australie, jouer Adélaïde, Sydney, Melbourne et revenir après sur la France. À l'époque où c'était en gazon en Australie? Oui, à Kooyong. On a joué les qualifications à Kooyong c'est l'époque où. Et là, il y avait Patrice Ageloer qui était notre coach à l'époque, qui est venu nous rejoindre pour pouvoir nous entraîner un peu. Mais quand vous partiez comme ça tout seul, aujourd'hui ça paraît dingue, tu vois, ça n'existerait plus. La Fédé vous mettait à dispo une bourse, vous aviez un budget quotidien ou vous financiez tout vous-même? Ils nous aidaient, mais on avait des petits contrats, donc on arrivait à s'autofinancer. Mais c'était surtout notre argent personnel. Après, eux, la fédération nous aidait par une logistique en envoyant, réservant les billets d'avion, en envoyant Patrice Ageloer pour nous coacher un petit peu. Enfin bon, on était quand même pris en charge, mais c'est quand même nous qui financions nos tournées. Ok.
Donc là, tu viens de parler de l'Open d'Australie. T'as dit que tu avais participé 2 fois à Roland-Garros, mais en parallèle, tu décris ta carrière quand même assez dilettante, profiter, tout ça. À quel moment tu as commencé à participer au tournoi majeur, quoi? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, mais à l'époque, il faut savoir, c'est qu'il y avait les compétitions de tennis. Il y avait l'hiver, il y avait l'Australie. Et après, ça commençait en terre battue. Il y avait certains tournois satellites. Et après, ça commençait en terre battue à partir de Monte-Carlo jusqu'à Roland-Garros, jusqu'à Wimbledon. Et après, sur l'US Open et tout ça. Mais c'était un circuit qui était quand même très restreint, qui était basé sur des petits tournois, mais surtout des circuits satellites de 5 tournois qui nous permettaient de gagner des points ATP. Ouais, avec un master. Et ça, c'était un petit peu mon secteur d'activité, en fait. Moi, je n'avais pas la possibilité de jouer les grands chelems. J'ai disputé 2 grands chelems, c'était Roland-Garros, parce que je me suis qualifié. Je n'avais pas de wildcard, donc je me suis qualifié. Et j'ai perdu 2 fois au premier tour. Donc, une anecdote que, si jamais ça t'intéresse, je pourrais te raconter, qui est exceptionnelle. Ah bah c'est le moment, Régis, hein, c'est le moment. Ah bah alors j'y vais. Alors je vais te dire, ça va être marrant, parce que je me qualifie pour Roland-Garros. Je joue les qualifications donc à Jean-Bouin. J'arrive à gagner en jouant vraiment bien. Les qualifications, il y avait un état d'esprit qui était fabuleux. Je suis content, et au premier tour, donc le mardi, parce que les qualifications, on les jouait le dimanche. Et le lundi, je me retrouve en fait au premier tour à jouer contre Gebert, un Allemand, franchement qui joue pas mal. Bon, peu importe, je regarde pas à l'époque, je le connais pas. Je vais sur le court numéro 8 de Roland-Garros. Il faut savoir qu'à l'époque, le cours numéro 8, il n'y avait pas de tribune. Hein. C'était marrant, parce que c'était quoi ? Il y avait 2 rangées de spectateurs, et on jouait notre match, quoi. Je veux dire. Donc on arrive, on joue notre match, et puis sous l'effet en fait des qualifications, je m'aperçois que je joue vraiment bien au tennis. Je me dis putain, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tu joues bien. J'avais la Lacoste de René Lacoste, la célèbre raquette en aluminium, en fer plutôt. Et je me mets à mener 6-3, je gagne le premier, je gagne le deuxième 6-4. Là, je commence un peu à réfléchir, dire attends, tu mènes 2-7-0, encore un 7, et puis tu fais le deuxième tour. Au lieu de gagner 3 000 francs, tu vas gagner 6 000 francs. Je commence déjà à gamberger. Je mène 5-4, service à suivre. Et là, je commence à stresser, et puis je m'assois sur la chaise. Et là, à mon plus grand désespoir, j'ai 2 crampes sur les 2 jambes, et qui me paralyse totalement. Ça veut dire que jambes raides. Jambes raides, je ne peux plus bouger. Impossible de bouger. Donc l'arbitre me dit on continue. Je dis je peux pas. Il dit mais donc vous abandonnez? Non, j'abandonne pas. Mais vous devez continuer? Oui, mais je peux pas. Donc qu'est-ce que vous me conseillez? Écoutez, essayez de finir le 7. Je dis mais je peux pas, j'ai les jambes raides. Donc je trouve une alternative qui est de ramper jusqu'au cours, de me mettre à peu près debout, de servir, de perdre en fait le 3e set, d'aller me faire masser, de reprendre le 4e et 5e. Et à l'époque, pour aller du cours numéro 8 au vestiaire, quand on a des crampes, ça mettait un quart d'heure. Donc je me dis, putain, mais c'est vraiment le bordel. Heureusement, Robert Laurence me masse, fait le maximum avec ses pauvres moyens. Et il faisait pas intervenir le kiné sur le cours à l'époque? Non. Donc, je suis allé me faire masser. Ça a duré, je sais pas combien de temps, une demi-heure. Une demi-heure, non, 20 minutes, parce que le temps d'aller là-bas, qu'ils me massent et puis que je revienne, j'avais besoin de retourner sur le cours. J'ai pris 6-1, 6-2, et j'ai perdu le match. Je pouvais plus bouger. Donc, à un jeu près, j'aurais pu faire le 2e tour. Mais c'est une anecdote qui est incroyable, parce que je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est la première fois où je me suis dit, putain, mais là, tu joues bien au tennis, quoi. Je veux dire, et c'était tellement un sentiment rare que tu avais? Ouais, un sentiment rare que j'avais pas cet esprit en fait de tueur, quoi. Je veux dire tiens, allez 5-4, allez vas-y, tu vas le bouffer, et on en finit, quoi. Je veux dire, parce que le mec il est nul, quoi. Non, c'est un premier tour de Roland, je commence à avoir les papillons dans la tête, j'ai le diable qui vient et qui me dit attends, tu vas faire 2e tour, tu vas passer devant la presse, et le diable, au lieu de te dire tiens, va se servir et lui met 4 aces, il te dit putain vieux, t'es comme un con, il va falloir que tu assumes la pression, et t'assumes pas. Voilà. Donc, j'ai pas assumé, je me suis planté, et puis voilà. Et donc, les qualifs de Roland étaient à Jean-Bouin à l'époque? Ouais, c'était super. Il y avait un état d'esprit génial. Tout le monde venait, il y avait un public fou. C'était
c'était très sympa. C'était très sympa. T'as parlé de la raquette Lacoste en alu. T'avais un contrat textile et t'avais quoi? Ouais, j'avais les contrats avec Lacoste grâce à la fédération, grâce à Christian Duxin qui à l'époque s'occupait de nous. Donc on avait un contrat, c'était marrant parce qu'à l'époque on avait un contrat Lacoste pour les fringues. On avait René Lacoste qui était adorable et qui voulait nous aider, donc il nous a fait un contrat aussi pour les raquettes célèbres. Et puis on avait un contrat chaussures avec Dunlop parce que c'était le copain de Christian Duxin. Et puis on arrivait à faire une saison qui nous permettait, je dirais, de financer 3-4 voyages, quoi. Je veux dire, mais à l'époque c'était sympa, quoi. Je veux dire, Lacoste a toujours été formidable. Lacoste a toujours été la société qui nous aidait, quoi. C'était l'époque des shorties hyper courts là pour les mecs? Ouais, des chemises très cintrées, des petits shorts. T'as gardé des tenues de l'époque ou pas? Des trucs Ouais, j'ai gardé, j'ai gardé là. J'ai tout là pendant le confinement, j'ai regardé là, dans un carton. Bon, j'ai des photos extraordinaires, hein, des photos mythiques à l'époque qui sont marrantes de regarder maintenant, quoi. Je veux dire, mais c'était folklorique, quoi. C'était le début du tennis. Tu aurais une anecdote qui représente bien le personnage avec René Lacoste, quelque chose de vécu avec lui René Lacoste n'était pas un grand bavard, c'était quelqu'un qui il avait un concept, donc c'était un inventeur d'abord, et il adorait en fait que tous les joueurs jouent pour sa marque et il aidait, donc on le voyait pas, mais il était derrière. On savait qu'on pouvait compter sur lui. Quand on faisait un bon résultat, il nous envoyait un petit mot. Il était très attentif, il regardait. Alors en plus, moi, je jouais avec la raquette, sa célèbre raquette. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est jouer avec cette raquette aujourd'hui, mais je sais pas comment j'ai fait, quoi. Je veux dire, c'est un truc de fou, quoi. Je veux dire, je comprends maintenant pourquoi j'avais un coup droit aussi dégueulasse. Parce que il fallait juste pousser la balle, parce que la frapper, c'était pas possible. C'était une raquette de toucher, de balle uniquement. Autrement, ça partait à 10 000, quoi. Et tu sais, dans un autre registre, la série là sur Michael Jordan, et à un moment donné, je sais pas si tu as vu dans le dernier épisode, il réenfile ses chaussures de 4 ans avant, 4 ou 5 ans avant, et dans les mêmes pompes de 4 ans avant, il termine le match les pieds en sang, quoi. Le corps s'habitue au matériel et finalement, en revenant en arrière, tu peux plus, quoi. Non, tu peux plus. J'ai gardé 2 raquettes Lacoste, là. Je vais essayer de les faire corder je joue plus, donc ça, je peux plus jouer, mais c'est vraiment des raquettes qui ont été à l'époque, grâce à Connors, qui lui jouait avec la Wilson, mais qui était le brevet Lacoste, c'était des raquettes incroyables. À t'écouter, le tennis, c'était un peu la fête, c'était facile. Tu fais quand même premier tour à Roland 2 fois. T'avais quoi? T'avais une sorte de don dans ce sport? T'étais plus, parce que on a l'impression que tu t'entraînais pas forcément. Comment t'as fait pour arriver à ce niveau quand même? Non, mais en fait, le tennis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y avait pas d'argent. Donc, automatiquement, pas d'argent, il y a moins de pression, quoi, je veux dire. Donc, automatiquement, on est là pour prendre du plaisir. On est là pour rigoler. On est là pour, à rigueur, gagner quelques matchs. Mais avant tout, ça va, quoi. Je veux dire, on est jeune, hein, on a 20 ans, donc il faut qu'on en profite aussi. Donc, il n'y avait pas cette motivation totale, à part, je veux dire, c'est vrai, les grands, hein, parce qu'après les McEnroe, les Noah, les Borg, qui étaient nés avec ce don de vouloir gagner. Mais nous, gagner ou pas, ouais, on préférait gagner. Mais très sincèrement, si on ne gagnait pas, c'était la belle vie, quoi. Je veux dire, c'était la belle vie. C'est la belle vie. Le meilleur mec que tu aies joué, c'était lequel à l'époque? Le gars le plus connu? J'ai joué Gene Mayer, qui était numéro 5 mondial. J'ai joué John Alexander à Adélaïde, qui était à l'époque, qui venait de gagner la Coupe Davis contre l'Italie, qui était dans les 10 meilleurs joueurs mondiaux. Voilà, autrement, non, j'ai joué contre Yannick, j'ai joué un peu contre tout le monde, mais pas des. J'arrivais pas en fait, à avoir accès en fait, à des matchs qui me permettaient de rencontrer des top champions, quoi. C'était frustrant pour toi ou t'étais bien sur le circuit un peu secondaire? Non, j'étais bien. C'était bien, c'était cool. La belle vie à 20 ans, joueur de tennis à l'époque, on était des stars. On était mauvais, mais des stars. On arrivait, on prenait l'avion, on avait 4-5 raquettes, on disait putain, des professionnels de tennis. Borg venait d'éclater la bulle du tennis. On était des petites stars à notre niveau. Donc, qu'on gagne ou pas, très sincèrement, on n'avait pas des sommes d'argent qui allaient changer notre vie. Ouais. On privilégiait en fait
la qualité de vie plutôt que la qualité des tennistiques. Mais c'est ce qui fait la différence entre les pas bons, les moyens, les bons et les très bons et les champions. Tu avais un petit melon à l'époque ou pas? Non, non, pas melon, non, pas du tout. Non, non, pas melon, mais comment dire, utiliser bien le système, oui, utiliser le système parce que quand on allait dans les tournois, on était reconnus, on allait s'entraîner, on était des petites stars en fait, parce que quand on allait jouer à Auch ou à Aurillac ou à Biarritz ou à Royan, tout ça, les gens venaient pour voir les meilleurs jeunes français, donc on était les petites stars du moment, quoi. Je veux dire, mais bon, tout est relatif. Hein. C'était sympa, c'était très sympa. C'est les meilleurs moments. Franchement, c'était fabuleux. Qui étaient tes partenaires de route à ce moment-là? Ah, là, j'avais au début, très jeune, j'avais Pierre Albig-Seiche de Nice, Christophe Cazat, donc tous les potes de Nice. Ouais. Il y avait Hervé Gauvin, bien entendu, et puis après, ça a été, là j'en oublie, là, après ça a été Dominique Bedel, on faisait toutes les tournées ensemble, Christophe Cazat, Christophe Freiss, il n'y a pas une galère qu'on n'a pas fait ensemble, et Pascal Porte, on faisait Gérard Toulon, extraordinaire, on partait des semaines aux États-Unis à faire des tournois satellites dans le fin fond des États-Unis, Bernard Fritz, on partait faire des circuits satellites en Espagne, en Simca 1100, on partait de Marseille, dans les voitures, tous les quatre. On a eu vraiment des années franchement fabuleuses. Bon, Régis, il va falloir que tu nous notes une 15-20 d'anecdotes et qu'on fasse un épisode dédié à ça, parce que là, tu viens de me faire rêver en 2 minutes. Ouais. Là, Est-ce que tu peux nous faire le cheminement du moment où tu te dis, bon, ces belles années, maintenant on va passer au concret, et la fin de ta carrière et ta reconversion, enfin, quel a été le déclic, quel a été le cheminement? Ouais. Donc j'arrive à jouer jusqu'à 24-25 ans, je suis un peu sur la réserve déjà parce que au fur et à mesure qu'on est comme ça, au lieu de progresser, on régresse. Je suis encore en première série et là j'ai la meilleure chose qui puisse m'arriver dans ma vie et encore aujourd'hui, je remercierai jamais assez mon docteur Gilles Daubinet, qui j'espère regardera cette émission, car j'ai une tendinite, j'ai une épicondylite tennis elbow à mon bras et il décide de m'opérer. Donc je reste immobilisé pendant 1 an et je m'aperçois très sincèrement que, 1, je ne peux plus jouer, 2, j'ai besoin de manger, donc ça veut dire que j'ai besoin de me reconvertir, j'ai 26 ans. Et il faut que je me bouge, quoi, je veux dire. Et là, au lieu de dire, tiens, je vais me guérir, dire, OK, maintenant, il faut que je me reconvertisse. Juste avant d'aller plus loin, quelle relation tu avais avec tes parents quand tu faisais le fanfaron un peu sur le circuit? Comment ils te voyaient? Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en fait, j'ai eu la malchance de perdre mon père quand j'avais 17 ans, qui faisait tout pour que je puisse devenir un joueur de tennis, donc il n'aura pas vu ça. Et ma mère donc m'aide et me soutient, me protège pour que je puisse aller à Nice, pour que je puisse aller en Australie, pour que là, et puis je me rappelle des lettres que je lui envoyais et elle m'a toujours dit, elle est toujours là, elle me dit, tu écrivais toujours, j'ai bien joué mais j'ai perdu. C'est exceptionnel. Bon, c'est bon, c'est qui va bien. C'est que Régis va bien. Donc, j'allais bien, mais je jouais bien, oui, mais je perdais. Et là, très sincèrement, ça voulait dire très simplement que j'étais pas fait pour ça, pour passer le cap au-dessus, en fait. Voilà. Et grâce à ce tennis elbow qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait une nouvelle carrière qui allait se dessiner. Il y a quand même beaucoup de jours, de mois de gamberge. Et je me dis, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Donc, il y a plusieurs possibilités. Oui, parce que le tennis était en plein boom. Donc, il n'y avait pas de CV, il n'y avait rien à l'époque. C'était vraiment du contact, des réseaux. Et là, je me dis, j'aimerais être coach. Ok, d'accord, ok. Et là, un jour, je vais à la Fédé, écoutez, vous me connaissez, vous m'avez formé, moi je veux être coach, la fédération c'est mon truc, et je rentre dans le bureau avec Éric Dobliquer pour aller voir Jean-Paul Lotte, qui était à l'époque le DTN, qui était notre boss, quoi. Et on avait 25, 26 ans, Dobliquer en avait peut-être 28, 29, 30, il était en fin de carrière, et on lui dit tous les deux, écoute Jean-Paul, si tu as à un moment donné, si tu as un poste, franchement, on est là. Pense à nous, quoi. On est les enfants de la famille.
surtout ne laisse pas tomber, quoi. Et là, Jean-Paul, il dit, écoute, ça me fait plaisir que vous soyez venu. Écoutez, je vais essayer de vous aider. Écoutez, j'ai un poste là maintenant, ok. Et puis toi, comme Eric était plus fort que moi, toi, Régis, dès que j'ai un poste qui se libère, je te tiens au courant, je t'appelle. Oh, on sort de là, il dit, bravo Eric, tu as eu un poste, enfoiré. Et moi, je me retrouve, bon, c'est vrai, dans la rue, en disant, bon, bah, je vais attendre un peu, mais je suis bien, parce que Jean-Paul, c'était quelqu'un que j'avais des bonnes vibrations, quoi, je veux dire. Ouais. Donc, Eric part, en fait, entraîneur national, avec toute l'excellente carrière qu'il a fait de coach au sein de la fédération. Et moi, je me retrouve, en fait, rentrer chez moi en disant, bon, écoute, ok, mais en attendant, il va falloir que tu bosses. Et là, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes père spirituel, Pierre Barthès, qui m'a dit, écoute, Régis, viens avec moi, j'ai un camp au Cap d'Agde, viens faire la saison avec moi, allez, tu vas voir, ça va te faire du bien, t'as pas besoin de jouer, ton tennis elbow, j'en ai rien à foutre. Ouais. Et j'ai passé tout un été à faire des stages de tennis là-bas dans l'enseignement au Cap d'Agde avec tous les stagiaires en fait qui arrivaient, c'était à peu près entre 400 500 par semaine, hein. Il y avait 60 cours, on travaillait comme des forcenés, sauf qu'à la fin de la saison, j'étais vraiment comme un abricot sec, j'étais cuit aux patates, et j'ai dit, est-ce que vraiment l'enseignement c'est fait pour toi? Et ça en a déduit que bon, si on peut trouver autre chose, parce qu'au bout de 4 heures, si on veut faire bien les choses dans l'enseignement, ça prend énormément d'énergie. Donc, je me suis retrouvé, en fait, un peu au bout du rouleau. J'ai continué à travailler un peu pour Pierre, qui m'a aidé à subvenir à mes besoins, qui a toujours été là quand il pouvait, quand il fallait. Et j'ai décidé après de voir s'il n'y avait pas des choses autres que l'enseignement. Et là, encore une fois, parce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup de chance, j'ai rencontré quelqu'un qui a compté énormément pour moi et qui n'est malheureusement plus là aujourd'hui, c'est Jacques Altimani, qui était le patron de Aide France. Et ouais. Je me souviens d'avoir eu une idée comme ça un matin et d'avoir pris mon train pour Grenoble, aller le voir parce que Aide était mon partenaire depuis très longtemps. Et je suis allé le voir et j'ai dit, écoute Jacques, si tu as besoin de quelqu'un pour assurer la promotion, je suis ton mec, quoi. Je veux dire, je suis là, je connais tous les clubs, tous les mecs sont mes potes, tous les joueurs sont mes potes, tous les pros, tout ça. Je connais le tennis, je connais l'enseignement parce que j'ai plein de réseaux. J'étais plutôt réseau, moi. Hein. Ouais. Donc, si tu veux m'accorder un peu ta confiance, sache que je vais sur le terrain et je peux te dire que tu seras pas déçu. Ouais. Tu as toujours été formidable. Regarde-moi, tu viens, je vais te payer ça te doit les frais de déplacement. Tu commences lundi. Et voilà comment j'ai commencé en fait à utiliser en fait mes réseaux pour que derrière je puisse vivre. Et là, j'ai fait pendant 3, 4 ans, 5 ans beaucoup de travail pour Aide, pour contacter les coachs, les professeurs dans les clubs, de faire sentir à tout le monde que la raquette Aide était la meilleure au monde. Et on a toujours gardé des relations jusqu'au bout. Et Jacques a été quelqu'un qui a énormément compté pour moi. Parce que quand vous avez 26 ans et que tu as un tennis elbow, tu peux pas rejouer et que tu vas pour essayer de grailler, tu prends un billet de train pour aller à Grenoble. Je peux te dire que j'étais vraiment content sur mon train de retour de pouvoir avoir eu l'opportunité en fait à la fois de voir que il y avait des gens qui étaient sympas, qui étaient reconnaissants et qui pouvaient me donner une chance pour pouvoir faire un autre métier que celui de joueur de tennis. Ouais, t'avais le feu aux fesses et pas de nouvelles de notre ami Jean-Paul Lotte? Et pas de nouvelles de Jean-Paul au bout de 6 mois, mais j'avais énormément confiance en Jean-Paul. Jean-Paul m'aurait pris avec, je le vois encore, il le sait, et il me dit, Reg, j'attends, et un peu de patience, mais après je m'aperçois que l'enseignement me gonfle, quoi. Je veux dire, j'aurais été prêt, bien sûr, à enseigner pour manger, mais si je peux faire autre chose, je suis d'accord. Et en fait, mon expérience chez Aide a aidé pour que je puisse avoir une deuxième carte, une deuxième marque. Parce que j'arrivais pas à vivre uniquement sur Aide, donc il fallait que j'ai une deuxième marque. Et là, encore une fois, réseau à droite, à gauche, devant, derrière. Une marque américaine arrive en France, sur une filiale. Je connais la fille qui est au commercial et qui me dit, mais Régis, ce que tu fais pour Aide, il faudrait qu'on le fasse pour Nike. Je lui fais, attends, ça serait formidable parce que si je vais
pour Ed dans un club de tennis, je peux y aller pour Nike aussi. Donc, et elle me dit, écoute, je vais te faire rencontrer le patron. C'est un très bon copain à moi. Il est américain. Il vient là, il connaît pas. Et je rencontre donc Jim Riley à l'époque, qui était patron en fait de la filiale. Au bout d'une heure, parce que mon anglais était très très limité, son français aussi, mais il avait confiance en moi. Je sais pas, il m'a fait confiance. Au bout d'une heure, il me dit, écoute, tu commences lundi, tu auras un bureau à Cergy-Pontoise, et puis je me retrouve en fait à la tête de la promotion de tennis pour Nike, à la fois pour Ed. Donc j'ai 2 cartes. Je respire, je suis content, et là, je pars sur un nouveau métier et j'oublie complètement l'enseignement. Et à cette époque-là, comment ça se passe dans les clubs? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as emmené de différent? Qu'est-ce que tu as fait bouger comme ligne, tu penses, au niveau de l'équipe? Sur Ed, c'est l'utilisation des raquettes. Ça veut dire qu'un professeur aujourd'hui qui a une raquette X, Y, Z, je lui dis, écoute, la Ed, elle va quand même mieux, elle est plus légère, tu vas voir, elle est plus sympa, regarde, c'est une marque qui se développe, tu joues, si tu m'en fais vendre avec le détaillant du coin, une 50aine, je t'en ferai une pour tes enfants, tout ça, et puis derrière, tu as besoin de bâches de fond de cours, donc je vais te mettre des bâches de fond de cours, c'est quand même plus sympa que des bâches de fond de cours plutôt que des grillages dégueulasses, et puis si jamais à un moment donné tu veux des chaussures, je peux t'avoir des chaussures Nike, et puis après, le job s'installe, quoi, je veux dire, et après, là où j'étais pas tueur sur le cours, je le deviens dehors du cours. C'était quoi tes meilleurs deals que tu as fait à cette époque-là, tu te souviens? Sur Nike, j'ai des anecdotes incroyables sur Nike. Incroyables anecdotes. Un jour, on m'appelle parce que à l'époque, on travaillait par fax. Le téléphone, c'était pas un portable, hein, c'était le fixe. Hein. Ouais. Donc le téléphone sonne et puis j'ai quelqu'un de Nike aux États-Unis qui m'appelle et qui était le représentant en fait de mon boss, Ian Hamilton, qui gérait effectivement tout le tennis. Mais il me dit, écoute Régis, j'ai mon copain du basket qui vient. Qui a besoin de tes services. Il y a Michael Jordan qui vient à Paris. Il est tout jeune, il a envie d'être à Paris. Il veut faire une opération avec Nike au Stade Français basket, à Géo André à l'époque. J'aimerais bien que tu puisses l'accueillir. Tu fais, écoute, bien sûr que je vais l'accueillir. Mais à l'époque, c'est Michael Jordan. C'était pas le top star. C'était le mec, en fait, qui arrive. C'était en 83, 84, 85. Voilà. Il arrivait, il était déjà une vraie star aux États-Unis, quoi. Je veux dire, mais pas en France. Malheureusement, le basket était. Et je me vois à Roissy attendre Michael Jordan. Et j'avais pas. C'était incroyable, quoi. Je attends Michael Jordan, j'amène Michael Jordan, et pendant 2 jours, j'ai trimballé Michael Jordan partout, comme le représentant de Nike pour lui. Et c'était des. Mais ce qui à l'époque est incroyable, c'est que personne ne le connaissait. On pouvait aller, on allait au resto, on allait tout ça. On allait au Stade Français. Ils m'ont même, j'ai dit, je suis avec Michael Jordan. Ils m'ont dit non, vous pouvez pas rentrer. J'ai fait oui, je vais rentrer. Je suis avec Michael Jordan, quoi. Je veux dire, c'était énorme, des anecdotes incroyables chez Nike parce que c'était un truc. Mais à l'époque, c'était fabuleux, quoi. Il te filait un cigare de temps en temps ou pas? Il fumait déjà le cigare? Non, mais il était très sympa. Il était très sympa. Bon, très américain, bien entendu, mais très sympa. Du fait que ton anglais soit un peu limité, vous avez quand même réussi à partager, à communiquer. Vous aviez un traducteur. Comment ça s'est passé? Ouais, non, tu sais, en fait, quand tu es Marseillais, que tu aimes parler, raconter des conneries, avoir un petit peu d'humour, tu vois, tu arrives à dérider et puis à trouver les 3 mots qui te vont. Après, je te cache pas qu'on n'a pas parlé ni politique aux États-Unis, ni philosophie, tu vois, mais on arrivait à dire quelques blagues qui ont permis, si tu veux, d'instaurer pendant 2 jours. Je te cache pas que j'étais content quand il est reparti, parce que au bout de 2 jours, j'avais plus rien à lui dire, quoi. Je veux dire, et mon vocabulaire était tellement limité que je disais la même chose, mais bon, c'était marrant. Et il y a encore une autre anecdote qui était incroyable, c'est à l'époque, Ian Hamilton, donc, arrive à Roland-Garros, et quand ce mec arrive, il est là pour gérer tous les meilleurs Américains de Nike. Donc, à l'époque, il arrive avec André Agassi, que personne ne connaissait, avec ses shorts en jean. Ouais. Et là aussi, pareil, il a fallu gérer Agassi dans Paris. Mais c'était un moment extraordinaire parce que Agassi, c'était devenu la grande star. Donc, moi, j'étais en fait le correspondant français de tout ce qui se passait à Roland-Garros pour les marques comme Nike, comme Ed à l'époque, pour que derrière ça se passe bien et qu'ils étaient bien accueillis, quoi.
Et Jordan ou Agassi ont eu des demandes un peu cheloues, un peu particulières, un peu excentriques? Non, non, ils étaient bien organisés. Non, Ok. ils étaient bien organisés. Non. Je confirme, en bon Marseillais que tu es, pour convenir d'un rendez-vous avec toi. L'autre fois, tu m'as dit, rappelle-moi, je suis en pleine partie de boule. Ah, j'ai trouvé ça génial. Est-ce que tu peux nous préciser comment s'est fait le rapprochement avec la filiale française d'IMG et comment tu as fait pour cheminer jusqu'à Alors ça, devenir directeur? Peut-être déjà nous préciser comment s'est terminée l'expérience Nike et Ed pour Ouais. ensuite basculer là-dessus. Ouais. C'est encore. Il va y avoir quelques anecdotes là que je suis obligé de te raconter, qui sont vraiment très sympas. Génial. Donc je fais ce métier pour Ed, je fais ce métier pour Nike, ça se passe bien, tout va bien, une ambiance géniale. Je vais à Cergy-Pontoise, tout va bien. Enfin, on fait un travail super. Et mon Américain, qui était un peu bordélique, arrive en fin de course. En fait, on lui demande de partir. D'accord. Donc, ça ne m'arrangeait pas parce que je m'entendais excessivement bien avec lui. Il y avait des distensions au sein de Nike entre le directeur commercial, le patron et tout ça. Et ce qui a fait, c'est que quand ce pauvre Jim Riley est parti, je suis parti avec Jim Riley. En fait. Voilà un petit peu le truc. Je me retrouve toujours garder Ed, mais je me retrouve sans rien, sans Nike. Mais quand je dis Nike, c'est je pars au mois de juin, au mois de juillet, j'ai la possibilité, je vois qu'il y a une offre pour être agent de joueur chez ProServe, qui était le concurrent d'IMG. Et ProServe, à l'époque, gérait les intérêts des plus grands joueurs, notamment de Yannick, de Pascal Porte, de tous de Gilles Moreton, enfin de tous mes potes. Okay, ouais. Donc je me dis, putain, je suis quand même en pole position, quoi. Je veux dire, je suis bien, quoi. Là, j'active mes réseaux, j'appelle tout le monde, je dis, les mecs, je crève la dalle, m'oubliez pas, quoi. Si vous devez appuyer sur un bouton, vous appelez les ricains, et puis moi, je suis là demain matin, je commence tout de suite, quoi. Ouais. Et je me retrouve en concurrence avec quelqu'un que j'apprécie énormément, qui est Laurent Delaney, qui, à l'époque, ils doivent choisir entre Laurent Delaney et moi. Et un jour, Philippe Pimpano, qui était le directeur du bureau à l'époque, me dit, écoute Régis, ce qui serait vraiment bien, c'est que tu puisses rencontrer Donald Dell, qui est le taulier en fait de ProServe. Et tu as de la chance, il est là la semaine prochaine. Est-ce que tu peux venir le jeudi à 8h du matin, rue Pierre Charon à Paris? Bien sûr. C'est comme si j'y étais, je vais dormir là-bas et à 8h moins le quart, je serai rue Pierre Charon chez ProServe. 8h le jeudi d'après, je suis là et je suis dans la salle d'attente. Tu veux un café? Oui, écoute, chez Donald Dell, il arrive là, il y a 2-3 réunions, mais il va te prendre dans pas longtemps. Je fais, écoute, il n'y a pas de problème, regarde, dis-lui de prendre son temps, je suis là pour lui. 11h, tu veux un autre café? Non, ça va, il va arriver. Je dis, ouais, pas de problème. Et, midi et demi, écoute Régis, il y a un petit contretemps là, il va aller déjeuner, mais je te jure qu'à 2h30, je te l'amène dans le bureau. Je dis, écoute, je vais même pas déjeuner, je vais être sûr qu'il a. Si jamais il arrive avant, au moins, si tu veux, je serai là, t'inquiète pas. Je déjeune pas, j'arrive à 2h30, il arrive à 2h30, il rentre dans un bureau, il dit, je t'appelle. Philippe Pimpano me dit, écoute, Régis, t'inquiète pas, je t'appelle. Okay. 2h30, 3h30, 4h30, et à 5h, Philippe Pimpano me voit, il me dit, putain, Régis, je suis effondré, on a eu tellement de choses à faire, tu peux pas savoir des trucs, mais dans le monde entier et tout ça, tu fais, écoute, Philippe, il n'y a pas de souci, dis-moi si je peux le voir quand même, parce que c'est important pour moi, Philippe. Il me dit, écoute, j'ai une solution, j'ai une solution, ça va, écoute, on a réglé le problème, j'ai vu avec Donald Dell, tu prends le taxi avec lui jusqu'à Roissy et tu fais l'interview dans le taxi. Je fais, Philippe, tu as une merveilleuse idée, merci, et je suis là, je l'attends. 5h30, le taxi part. Je parle en anglais, comme tu peux imaginer, de manière un peu difficile et artisanale, mais j'avais déjà appris par cœur, donc j'avais déjà fait mon speech. Je fais mon speech, il est à ma droite, bien entendu, il fait mon speech, rue Pierre Charon, on prend l'Arc de Triomphe, on descend à la Porte Maillot et on prend le périphérique pour aller à Roissy. Okay, ouais. Et là, à Porte Maillot, je parle, bon, je suis un peu à court de vocabulaire, et là, je me tourne pour savoir s'il va écouter, et je m'aperçois qu'il dormait. Oh non. Je m'aperçois qu'il dormait, sur la tête de mes enfants et de ma mère. Et là, j'ai un grand moment de solitude, et là, je me dis, écoute,
t'es marron, quoi, t'es foutu, quoi, c'est pas ton timing, t'as pas été bon, quoi. Je veux dire, je sais pas, mais bon. J'arrive à Roissy, le taxi, frein à main, il se réveille. Hi, Regis. Yeah, nice to talk to you. Let's keep in touch. I'm going to see, with Philippe Pampano, what's going on in the future, and I will let you know. La phrase clé d'un blaireau qui a eu envie de se débarrasser d'un super blaireau et qui n'a pas du tout envie de travailler avec lui. D'accord ? Donc, je dis au taxi, vous refaites le retour à la rue Pierre-Charon et j'arrive à 9h à la rue Pierre-Charon avec tous les encombrements. J'ai dû rester 4 heures dans un taxi et le lendemain, j'appelle Pampano, je ne sais même pas si je l'ai appelé et il me dit, écoute, bon, j'ai compris, quoi, je veux dire. Et ils ont pris à cette époque-là le rang de l'année, malgré tout, alors que j'avais entre Patrice Agelouer, Yannick Noah, tout ça, j'étais foudrage. Alors, je ne connais pas les appuis qu'il a eus. Il parlait certainement mieux anglais que moi, ça c'est sûr, mais j'ai pas réussi, en fait, à rentrer chez ProServe, qui était la boîte top. Et là, je me suis dit, mais putain, un jour, et celle-là, je m'en rappellerai et je vais le punir. Ok, je vais le punir et comme par hasard, un truc que tu peux pas imaginer, c'est 15 jours ou 3 semaines après, mon ami Pierre Barthès qui vient me voir et qui me dit, Régis, il y a une place de libre chez IMG. Je fais quoi ? Chez IMG ? Je dis, mais attends, mais Pierre, c'est pour moi, Pierre. Et il me dit, écoute, je vais appeler mon copain Éric Drossard, qui était le patron de l'Europe, et il va t'aider à rencontrer les personnes qu'il faut. Et à l'époque, il me fait rencontrer Jean-Noël Buol, qui était le patron de la division tennis, et que je rencontre, et lui me dit, écoute, Régis, pour moi, c'est bon, tu commences demain, quoi. Et là, je me dis, mais putain, mais c'est extraordinaire. Il me dit, le seul problème que tu as, c'est effectivement, tu rentres quand même dans une boîte américaine, tu parles pas un mot d'anglais, tu m'as pas beaucoup aidé, donc il va me falloir quelques appuis. Je fais, écoute, je rencontre qui tu veux. Et là, il me fait, il faut que tu rencontres, bon, je vais en parler à Patrick Proisy, déjà, qui revenait chez IMG et qui était chez ProServe. Ouais. Donc, Patrick était quelqu'un avec lequel je m'entendais bien, donc je lui ai dit, bon, ça va. J'ai eu Patrick, j'ai dit, écoute, Patrick, moi, ça me ferait plaisir de travailler avec toi, donc ça, c'était bon. Mais par contre, on avait besoin du feu vert de Yann Todd, qui était le patron européen de tout le groupe IMG. Okay. Et donc, Yann Todd était quelqu'un qui parlait très, très vite anglais, avec un anglais mais supersonique, et qui n'avait pas une minute, en fait, à consacrer si ce n'était pas fait pour du business. D'accord ? Donc là, je me suis dit, ça y est, j'y suis vieux. Et tant que Yann Todd n'avait pas donné le feu vert, je n'étais pas chez IMG. D'accord ? Okay. Et Yann Todd, un jour, donc j'arrive en fait à avoir un rendez-vous. Jean-Noël Buol fait la transition entre les deux. J'arrive à avoir un rendez-vous à Londres. Pour un tournoi de golf qui était à l'époque le World Match Play Touré à Wandsworth. Et je me retrouve dans l'avion avec Pascal Port, Dominique Bedel, qui eux venaient voir Yann Todd aussi pour des raisons parce qu'ils voulaient organiser un tournoi de golf dans le sud ou une exhibition, je ne me rappelle plus, à Nîmes. Et je me retrouve en fait dans un village de relations publiques à l'anglaise, avec des chaises blanches à des carreaux, à attendre en fait que Yann Todd puisse me taper sur l'épaule pour venir m'interviewer. Ouais. Et je me retrouve à table avec des Anglais qui picolaient et j'étais là comme une potiche en attendant ce fameux rendez-vous qui était mais putain d'important où j'avais appris par cœur tout mon speech. Tout mon truc, tout mon speech. Mais s'il me posait une question, j'étais mal parce que un, il allait très vite et deux, j'avais pas le temps pour aller voir comment j'allais me débrouiller. Juste une question. Quand tu étais chez Nike, t'as pas eu l'opportunité de faire des stages, de bosser ton anglais, tout ça ? Alors, je le bossais au téléphone, ça allait un peu mieux. Ok. Ça allait un peu mieux, mais un Marseillais qui commence à bosser l'anglais, si tu veux… On part de loin. On part de loin, et puis, t'as compris, quoi, je veux dire. Donc, je me rappelle de ce déjeuner, j'étais à côté de Henri Cottons, qui était un vieux joueur de golf magique, qui était une star, mais personne ne voulait lui parler parce qu'il était gâteux. Et ils me l'ont mis à côté, et j'ai passé le déjeuner le plus abominable qui soit, jusqu'au moment où au café, je vois le doigt de Yann Todd qui enlève le diable hein, et qui me dit « c'est à toi mon vieux ». Il sait que je ne parle pas bien anglais et il peut m'en mettre plein la vue. Et je me retrouve en fait à déballer mon speech et putain, il me pose 2-3 questions, j'essaye de ramasser, je me bats comme un chien, putain, je me bats. Et là, à la fin, il me dit « bon, ok, je vais voir avec Jean-Noël Buol ce qu'on va faire ».
Néanmoins, si jamais tu viens chez IMG, il va falloir que tu passes 6 mois à Londres pour apprendre ton anglais. J'ai fait, c'est comme si jamais tu veux, je reste déjà là parce que très sincèrement, pour moi, ça sera une priorité première. Ouais. D'accord ? Je voulais le job grave. Je voulais tuer mes potes de ProServe et le rôle d'agent était quelque chose qui me convenait très sincèrement. Je voulais ce poste. Tu étais célibataire à ce moment-là? Non, je suis marié en 84. Non. Ouais. Non. Mais tu pouvais faire venir ta femme à Londres ou quoi, non? C'était pas un problème? Oui, non, mais après, tu vas voir. Ouais, parce que Jean-Noël Bioul était quelqu'un qui était génial et il m'a accueilli de manière formidable. Et il m'a amené chez lui. Je devais rester 6 mois. Je suis resté 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, il m'a dit, écoute, c'est mieux, c'est que tu restes à Paris. Tu fais gaffe, travaille un peu ton anglais. Et puis derrière, j'ai commencé comme ça, quoi. Je veux dire, mais chaque réunion internationale était pour moi un calvaire parce que j'avais du mal à m'exprimer sur tout ce que je faisais parce que j'avais peur d'être ridicule. Donc ça a été un gros handicap pour moi que j'ai jamais pu surmonter. Voilà, donc ça c'était mon entrée chez IMG et là alors ça a commencé parce qu'on était rue de Pony, on gérait le trophée Lancôme, Patrick Proisy revenait, on avait quelques joueurs qui étaient déjà signés. Et on m'a demandé de prendre le développement et la direction du métier d'agent pour IMG en France, en Suisse, en Belgique et de développer, sachant que c'était la priorité numéro 1 de Marc McCormack, que je connaissais pas et que j'ai appris à connaître. Mais c'était pour moi un soulagement fabuleux parce que à la fois j'avais un boulot, à la fois j'avais un mentor qui était Jean-Noël Bioul, au niveau européen qui était belge et avec lequel je pouvais parler français. Ouais. Et 2, j'avais Patrick Proisy qui était mon mentor qui m'a appris le rôle d'agent parce que j'avais aucune connaissance juridique, j'avais aucune connaissance du business. Je suis arrivé là à poil totalement. Ouais. Okay, j'ai commencé dans une famille qui était la famille IMG et je me suis épanoui parce que j'ai rencontré des gens formidables et ça a été le début de ma connexion, de mon parcours chez les Américains, chez IMG. Eh ben, belle bagarre, beau pied de nez à ProServe. Voilà. Je vais te raconter 2 anecdotes parce que je les ai bien sûr retrouvées. C'est bon ça, putain, ça va durer 10 heures, Régis. Oui, c'est pour ça, je te parle, mais tu me dis à un moment donné… On se fera un match retour, ça sera plus simple. Oui, parce que j'en ai tellement d'autres que si tu veux, là, on est entre toi et moi, on est au début. Hein. Ouais. Où est-ce qu'on peut aller? J'ai envie que tu me parles évidemment de l'ami McCormack, ce que tu as vécu avec lui, mais j'ai envie que tu me parles de Roger que tu as signé quand il était adolescent. Je sais pas, selon toi, quel est le plus parlant dans un premier temps? Moi, je te propose de commencer par IMG, le début. Ouais. Allez. Le début et après d'enchaîner sur une petite note sur tous les joueurs que j'ai signés et les anecdotes. Pour apprendre le métier, qu'est-ce qui était primordial de savoir, même si tu avais vu déjà que tu avais une bonne fibre business à travers Ed et Nike, qu'est-ce que tu as dû vraiment pousser, travailler? En fait, quand on commence comme ça et qu'on ne connaît pas son métier, je passais mon temps dans le bureau de Patrick Proisy et il me disait, écoute, là, voilà ce qu'il faut faire, voilà comment tu dois gérer ça. Le métier d'agent, c'est un métier pour gérer les intérêts financiers. Donc, c'est une confiance que tu dois acquérir de tes joueurs, d'accord? Il ne s'agit pas de leur rendre un service pour un billet, pour PSG, tout ça, parce qu'autrement, ils vont se servir de toi comme une femme de ménage. Ouais. Donc, et ça a toujours été un détail qui était très important pour moi. Donc, j'avais une assistante qui était formidable, qui était Sandrine Blia, qui gérait tous les à côté, réservations, tout ça. Mais moi, j'étais le taulier, en fait. Ça veut dire que je parlais aux marques et j'essayais d'optimiser tous les revenus de mes joueurs en fonction de ce que je connaissais, des marques, de la concurrence et du timing dans leur carrière. Et l'optimisation de leurs droits et l'optimisation aussi de leurs taxes. Parce qu'à un moment donné, on gagne de l'argent, mais si c'est pour mal l'utiliser, ça sert à rien. Donc, il y a également les placements, j'en parlerai après, mais il y a tout ça qui fait qu'à un moment donné, pour avoir la confiance des joueurs, il faut être solide parce que tout se joue dans la première année. D'accord. Tout se joue dans la première année parce que dans la première année, on regarde si on est fiable ou pas et ce qui va développer derrière
soit la signature d'autres clients parce que notre réputation sera bonne, soit de la descendre en flèche. Et là, ça ne sert à rien de faire 6 mois de plus parce que si sur le circuit, eh ben, on parle de Brunet en mal ou que c'est un naze ou qu'il n'a pas rappelé, ça ne sert à rien, c'est fini, on ne signera plus un joueur de notre vie. D'accord? Donc, première année capitale. Et sur quoi tu la jauges, sur quoi tu jauges les résultats positifs sur une première année? C'est simple, c'est passer du temps, se connaître. Alors, j'ai eu la chance, en fait, de gérer 3 joueurs sur une première année qui étaient Guy Forget, Arnaud Butch et Thierry Tulane, d'accord, qui étaient des joueurs que je connaissais. Mais quand on passe de joueur de tennis à représenter les intérêts financiers dans un groupe comme IMG, je dirais que ça n'a plus rien à voir, quoi. Je veux dire, on peut boire un coup avec Guy, mais quand on parle business avec Guy ou avec Arnaud ou Tulane, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, il faut avoir du répondant et il faut voir si effectivement on a les capacités pour faire le métier ou pas. Donc ils m'ont testé pendant 1 an, 2 ans pour savoir si effectivement j'avais cette fibre de dire est-ce que tu es prêt à te battre, à aller au charbon pour pouvoir obtenir ce qu'il y a de mieux pour moi. Donc, et là, c'est simple, c'est la transparence. Il faut être malin, il faut avoir des réseaux, il faut connaître les coachs, il faut connaître les parents, il faut connaître les fiancés, il faut connaître tout cet environnement pour savoir qui c'est qui a les clés. Donc, je prends un exemple, Guy m'en voudra pas, mais quand je parlais à Guy, je voulais que sa mère soit là. Okay. Parce que la mère de Guy avait une influence sur Guy et c'était important pour moi qu'elle soit là. Quand je parlais à Arnaud Butch, je voulais que Jean, son père, soit là. Parce que Jean était quelqu'un qui avait le temps de s'occuper des affaires d'Arnaud. Ça. Et quand je parlais à Thierry aussi, son père, sa mère, c'était des gens importants pour moi. Donc, de réussir à mettre autour du joueur, en fait, toute une ambiance positive. Okay. D'accord? Ça veut dire qu'on travaille pour un joueur, mais c'est toute la famille aujourd'hui qui est influente, dans lequel on va se lier et dans lequel on va partager en toute transparence. Ça veut dire juste que quand on a une proposition, il faut pouvoir l'expliquer, la commenter et la développer. Ça veut dire qu'il y a toute une stratégie. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut bien expliquer de la prendre, pas la prendre, attendre. Et pour ça que le timing est crucial. Okay? Et c'est pour ça que c'est une question de confiance. Et ça veut dire une chose qui est très importante, c'est que c'est pas uniquement de l'argent, c'est une conception qui arrive à étendre en fait une stratégie sur le long terme. Ce qui permet aux gens de dire, bon, ok, j'ai compris, je vais signer 3 ans, je suis bien protégé par mes bonus, j'ai mes malus qui a essayé de faire le maximum, j'ai compris, qu'est-ce que donne la concurrence, comment jouer entre la concurrence pour faire monter les enchères, tout ça est un jeu. Il faut être malin, il faut être… moi, j'ai adoré ça. C'est un peu comme Yannick, quand il est à 30-40, il adore parce qu'il va mettre un ace. Moi, j'ai adoré ça parce que c'était imprégné de moi, c'était ma négociation et j'adorais faire des négociations, avoir des stratégies dans l'intérêt de mes joueurs. Très sincèrement, les commissions, ça me servait effectivement pour mon groupe, mais ça n'a jamais été quelque chose de plus important. Moi, je gérais les intérêts d'un joueur, okay, à la fois à l'extérieur comme à l'intérieur. Et à cette époque-là, comme il n'y avait pas de téléphone portable, aujourd'hui, le métier d'agent, il tient dans un smartphone. Toi, à l'époque, tu faisais comment? C'était irréel. J'avais des listes de feuilles de papier écrites en noir, rappeler un tel, envoyer des fax, jouer sur rappeler quand je pouvais en fonction effectivement de ce que je devais dire, en fonction du timing, c'était un jeu à l'intérieur de ce métier qui était fascinant. Est-ce que c'est toi qui as négocié la raquette, la TT de Thierry Tulane? Non, je me rappelle plus de ce contrat. C'était comme Borg, il me semble. Il avait une raquette donnée à son nom. Et je me rappelle de ça. Et il touchait des royalties sur chaque vente, que ce soit chez Decat ou tu vois, n'importe où, quoi, ou Sport 2000. Non, tu faisais pas partie du deal? Non, parce que Donné était géré par Jean-Noël Bioul. Pourquoi? Parce que c'était une marque belge et c'était lui qui était responsable en fait de tous les contrats donnés à l'époque. D'accord. Notamment celui de Björn Borg, de celui de Tulane certainement et d'autres encore. Et moi, j'ai pas géré le contrat avec eux. Ok. Est-ce que tu peux nous citer une anecdote autour d'un contrat que tu as peut-être négocié ou
ou d'une relation que tu avais avec les joueurs suivants. Essaye de faire concis à chaque fois, mais parlant. On va commencer avec Guy Forget. Je vais te parler un peu de Guy et puis derrière, ça va venir certainement. Guy a été mon premier joueur. C'est lui qui m'a formé en fait. C'est lui qui m'a testé. C'est devenu mon ami, attention, hein, mais il m'a testé au début. Est-ce que t'es bon, est-ce que t'es pas bon, quoi, je veux dire. Ok. Et pour ça, il me faisait des tests à droite, à gauche. Ah oui, combien tu crois je peux avoir et pourquoi je pourrais pas avoir plus. Enfin bon, la totale. Et je prends en main donc ses affaires. Au bout de 6 mois, il arrive à avoir un peu de confiance en moi. Au bout d'1 an, ça allait. Au bout de 2 ans, ça allait. Mais il m'a quand même vachement challengé. Et à un moment donné, en fait, Guy était le fils spirituel de René Lacoste. Et quand D'accord. je dis fils spirituel, c'est pas peu dire, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que René a toujours fait, en fait, tout pour Guy. Ça représentait l'image de Lacoste. C'était il était bien éduqué, il était propre sur lui, il n'y avait pas de problème, il disait bonjour, bonsoir, il arrivait en meeting, il était toujours exceptionnel, il répondait au courrier, il répondait enfin bon, la totale, quoi. Et Guy m'a toujours challengé parce qu'il m'a dit, mais Reg, Lacoste, oui, mais il n'y a pas que Lacoste, il y en a et tout ça. Je dis, écoute, Guy, moi, quand je contacte X, Y, Z, malheureusement, tu as une image tellement très belle qui correspond à Lacoste que tu peux pas faire du Agassi en short de jean, tu peux pas faire du Adidas pour des raisons X ou Y, tu peux pas faire du Taquini, tu peux pas faire du Fila. Et moi, je te conseille, c'est faire toute ta carrière en Lacoste parce que tu représentes tellement l'image de Lacoste qu'il faut surtout pas que tu bouges. Donc, et c'est pour ça qu'on a étendu, on a prolongé ces contrats chez Lacoste. Et à un moment donné, il y a René Lacoste qui lui dit écoute, je suis en train de mettre en point une raquette révolutionnaire qui s'appelle Liquidjet. Je veux que tu cherches à me la rendre fiable, à me le rendre sur le circuit. Il faut que tu joues avec et il faut que tu travailles dessus. Et là, je vois mon Guy, qui voit la raquette avec une forme bizarroïde. Il me fait mais Reg, je peux pas jouer avec ça, c'est pas possible. Je fais écoute Guy, t'es gentil, vieux, tu vas mettre les mains dans le cambouis, tu vas regarder ta raquette. Et il s'est avéré que sa raquette, il a tellement travaillé dessus qu'il a fait une excellente raquette, que lui seul a pu jouer avec. D'accord. Mais il a rendu fou tous les ingénieurs de Lacoste, Ouais. du taulier jusqu'à là, parce que au gramme près, il leur a fait changer, mais 50 fois, en leur disant que c'était pas la même taille, en leur disant que c'était pas le même poids, en leur disant que c'était pas le même carbone et tout ça. Il les a rendus fous. C'est toi qui l'avais signé, Guy? Non, c'était Patrick Proisy et Jean-Noël Buhl qui l'avaient signé. Moi, je l'avais pas D'accord. signé. Et il a rendu fous tous les techniciens. Et il a fait pareil dans la chaussure. Et à un moment donné, dans la chaussure qui était produite par Pentland, il leur a fait changer la base du caoutchouc, les lacets, les trucs, tout ça pour ne pas jouer avec. Il a jamais joué avec. Mais il les a rendus fous. Il jouait avec quelle pompe, du coup? Il était payé en fait par Lacoste pour jouer avec les pompes Lacoste, mais Ouais. malheureusement, il jouait avec d'autres pompes, ou la Adidas, Asics à l'époque, parce qu'il ne pouvait pas mettre ses chaussures. Il s'était mis dans la tête que ses chaussures étaient de la merde. Il les a rendus fous jusqu'à la fin. Et mais qu'est-ce qu'on arrive sur des rendez-vous où j'ai dit mais tu les as, mais c'est pas possible, quoi. Je veux dire, tu peux pas. À un moment donné, il faut que tu les mettes, tes putains de chaussures, quoi. T'es payé pour ça, quoi, je veux dire. Et en fait, René Lacoste l'a tellement protégé de partout qu'il a réussi à faire une carrière formidable chez Lacoste. Il est toujours chez Lacoste. Et il entretient d'excellents rapports avec le nouveau groupe qui a acheté Lacoste récemment, voilà. Et ça s'est super bien passé, mais avec Guy, c'était des parties de cache-cache entre les chaussures, les raquettes. Il n'y a que les fringues où ça allait, mais il les a tellement. Il a été numéro 3 ou 4 mondial, il a gagné la Coupe Davis à Lyon, il a tellement fait pour Lacoste que c'était une personne irremplaçable pour Lacoste. Et pourquoi on te l'a confié alors que c'est Proisy qui l'a signé? Parce que Patrick, lui, avait des responsabilités qui étaient des responsabilités de responsable de bureau et que, en fait, au début, on l'a géré tous les deux et puis après, il m'a laissé voler mes propres ailes. Ok. Arnaud Butch. Arnaud, c'est le gentleman, c'est un mec fabuleux. Voilà. Arnaud, c'est un mec fabuleux. Il avait une confiance 100% avec moi. Il m'a toujours dit oui. Il a toujours été super. En fait, c'est le client idéal. Voilà. Je maintiens des relations excessivement
super avec ses parents, avec sa femme Gabrielle, qui a été un rôle qui était formidable. Et on continue toujours à se voir et à s'écrire. L'anecdote qui est sympa sur Arnaud, j'en ai deux qui sont sympas. La première, c'est j'arrive un jour chez Lacoste et Lacoste ne voulait pas lui payer une prime. Je considérais que cette prime, elle lui devait. Et j'ai rendez-vous avec Michel Lacoste, ça se passe mal. Et à un moment donné, je trouve qu'il est tellement irrespectueux vis-à-vis d'Arnaud et vis-à-vis de cette prime qu'il n'a pas lui payer que je prends mon petit attaché-caisse et puis je me barre, je pars. Je pars parce que et je le rappelle, et je lui dis Arnaud, écoute, je suis vraiment désolé là, mais il faut quand même que tu saches que ta prime qu'on avait parlé, là, ils te doivent 10 000 euros ou 100 000 francs à l'époque. Ils veulent pas te la payer. Et ça m'a tellement rendu fou parce que franchement, tu la mérites cette prime que je me suis parti du truc. J'ai envoyé chier Michel Lacoste. Je le regrette aujourd'hui, mais malheureusement, je suis parti quand même. Tu dis, mais Reg, putain, mais qu'est-ce que je vais faire si j'ai pas Lacoste? Tu fais, putain, mais tu fais, Arnaud, t'inquiète pas, il n'y a pas de problème. Tu es chez Lacoste, tu resteras chez Lacoste. Je ne pense pas que ça soit à cause d'un agent, si tu veux que tu perdes ton contrat. Mais sache que, il a eu peur, une peur terrible. Mais bon, il est toujours resté chez Lacoste, il a été chez Lacoste, il a fait sa carrière, et puis ça s'est très bien passé. Mais je me rappelle que c'est la seule fois où il a eu peur. C'est un mec qui avait un jeu formidable. Je ne comprenais pas pourquoi il aurait pu être. Il a été 12e mondial et à un moment donné, il fait des résultats fabuleux. Il va à LBR, il fait un super tournoi de Miami et il est 12e mondial. Et pendant 6 mois, il n'avait pas de points à défendre. Donc j'ai dit, écoute, je commence à me réjouir. Il va rentrer dans les 10, je vais facturer, je vais facturer. J'adorais ça, facturer en fin d'année sur les bonus de fin d'année. Ouais. Donc j'ai dit, oh, putain, c'est bon là, vieux, et lâche rien, tu bouges pas, vieux, tu continues, tu joues le match de tournoi, tu prends les points, tu gagnes des matchs, et je vais te dire un truc, et derrière on fait la cueillette, ok? Parce que tu as négocié les minimums garantis. Ouais, et putain, il gagne pas un match les 6 prochains mois. Il gagne pas un match. Et j'ai dit, mais putain, et en fait, il a coincé. Et j'ai dit, putain, mais merde, est-ce que tu lui as pas mis la pression? Et j'ai eu l'impression qu'il a coincé et qu'il était bien. Il a dit, putain, je vais rentrer dans les top 10. Il méritait largement, hein. Arnaud méritait d'être 5e mondial. Il avait tous les coups, il avait un talent fou, ce mec. Ok? Et malheureusement, il a coincé, je pense, mentalement, parce qu'il n'a pas réussi à se dire un peu, à un moment donné, c'était son cap. Ouais, il n'a pas réussi à le passer. Mais Arnaud aurait eu, à un moment donné, j'aimerais bien qu'il écoute ça, mais il aurait eu un lob, il aurait fait 50 lobes de plus dans l'année, il était 5e mondial. Il ne savait pas lober. Il ne pouvait pas lober. Il savait pas lober. Et il pouvait tirer des passings, non? Oui, mais si on ne lobe pas, à un moment donné, tous les joueurs, ils arrivaient au filet et ils collaient au filet, ils étaient là, le filet, parce qu'ils ne lobaient pas. Ok. Et alors, sur un Butch ou sur un Forger, c'était quoi les tickets en minimum garanti? Il n'y a pas du tout de minimum garanti à l'époque. Tu parlais pas de ça en disant à la fin de l'année, je facture sur les… Ah non, je file en fait, c'est les bonus ATP. En fait. Ah, les bonus. En fonction, en fait, il a un contrat, je dirais, en fixe de 100 000 euros. Et puis après, s'il est entre 20 et 15, il va prendre 52 plus. S'il est entre 15 et 11, il va prendre 150. Et s'il est dans les top 10, et c'est le dernier classement de l'année qui fait référence. Donc, ils ont intérêt à avoir un très, très bon classement en fin d'année. Et toi, ton variable, c'était quoi? C'était 15% du contrat, 10%? Comment ça marche? Ouais, c'était entre 15 et 20%. Ouais. Et est-ce que tu te cantonnais aux marques sportives, Lacoste, Nike, etc., ou tu t'élargissais aussi en allant chercher des laboratoires pharmaceutiques, des marques XY? En fait, moi, j'avais mon marché, c'était le suivant. J'avais les contrats textiles, chaussures, raquettes, badges. Ils avaient droit à 2 badges. Ouais. J'avais les garanties dans les tournois, exhibitions. C'était les 6 sources de revenus. Donc, il y avait des garanties quand même. Oui, c'était pas des garanties, c'était des espaces en fait qu'on pouvait vendre. Ça veut dire que sur les manches, moi je me rappelle avoir, pour Henri Lecomte, avoir eu les laboratoires Boiron. Pour Guy Forger, c'était Saint-Hubert, les Beurs. J'avais Honnête aussi pour Guy Forger. J'avais vu Arnay pour Arnaud Butch.
j'avais Prima Gaz pour Rosset, j'avais San Pellegrino pour Rosset, j'avais des marques extra-sportives et les joueurs aimaient énormément ça parce que ça permettait en fait de pouvoir avoir, je dirais, une crédibilité autre que le tennis et pouvoir être sur l'extra-sportif. Mister Roger, est-ce que tu peux nous raconter cette histoire qui doit être assez ubuesque? Roger, c'est comme si c'était hier. Chaque année, on partait avec mon espagnol, mon pote espagnol, mon pote suédois, allemand, anglais, voir l'Orange Bowl. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il n'y avait qu'un seul tournoi de jeunes qui avait pignon sur rue, c'était l'Orange Bowl à Miami. Et on partait tous pour essayer de faire notre marché et voir quels étaient les prochains joueurs qui allaient venir sur le circuit. D'accord. Donc, on part et tout ça sous l'autorité de Chino Marquez, je ne sais pas si tu connais, qui était notre parrain italien et qui gérait ça pour nous et on allait là-bas. Là. Et un jour, donc moi j'étais en responsable de tout ce qui était Suisse, France et Belgique, en fait tous les pays francophones. Je suis à l'hôtel Biltmore où avaient lieu les moins de 14 ans. Ouais. Sur dur, il y avait tout le monde qui jouait là-bas et je me rappelle, j'arrive là-bas, je regarde un petit peu, je regarde un peu tous les joueurs et puis à un moment donné, je vais voir un mec qui s'appelle Roger Federer et qui est sur le court et je le vois jouer et je vois un mec qui frappe comme ça et puis je vois surtout à un moment donné, il me fait un revers, il fait. Je regarde, je fais tiens, je vais le regarder, je vais quand même m'asseoir. Au service, il faisait passer la balle à travers les jambes. Il servait, on aurait dit qu'il servait comme il mangeait sa tartine de pain le matin, quoi. Je veux dire, c'était naturel. Il arrivait à la volée, c'est la volée amortie. Bon, il loupait, bien sûr, mais je dis putain, celui-là, il a quand même du talent. Et puis à un moment donné, je me dis bon, parce qu'il faut savoir, c'est qu'au Whitmore, il y a les 25 agents qui sont là, mais tu n'as pas de portable, hein, ok? T'as pas de portable, t'as pas de fax, enfin bon, tu es à poil, truc, t'as juste ta tronche qui est là pour dire bon, c'est celui-là. Et là, je me rappelle, je laisse pas finir le match. Ouais. Et je fonce sur la première cabine téléphonique du club, au fin fond d'un parking. Je mets ma pièce. Faut savoir, c'est que 25 cents, ça dure 30 secondes. Et si t'as pas. Et là, j'avais quand même des réseaux en Suisse. J'appelle mon pote Christophe Freis, qui était l'entraîneur, non, qui n'était pas l'entraîneur, je ne savais pas, il était coach là-bas en Suisse, mais je ne l'avais pas eu au téléphone, il ne m'avait rien dit. Et je l'appelle, je fais Chris, putain, je vois voir un mec là, il me semble qu'il joue facile quand même, tu ne vois pas. Il me dit, c'est qui Roger Federer. Il me dit, ouais, je l'ai avec du blanc là. Il est pas mal, effectivement. Ouais, il a du talent. Bon, maintenant, très sincèrement, fais gaffe. Hein, il a un caractère, vieux. Moi, il me casse 2 raquettes. Très sincèrement, je fais gaffe. Il casse combien 2 raquettes. Ça, c'est un bon côté. J'adore ça, moi, quand il casse des raquettes. Hein. C'est plutôt celui qui en casse pas qui me fait peur. J'ai dit, les parents, ils sont où? Écoute, son parents sont très gentils. C'est Linette et Roby. Ils sont à Bâle. Écoute, Chris, t'es gentil, tu les appelles, tu leur dis que je rentre de Miami le 3 janvier, le 26 décembre, enfin peu importe, et que le 7 janvier, je suis à Bâle, je prends un avion et j'aimerais les voir. Ouais. Il dit, ok, Red, je te fais ça, tout n'est pas de problème. Putain, je repars, bon, ok, je porte pas plus attention que ça, parce que je pense qu'il a dû perdre au 2e, 3e tour. La grande star, c'était Olivier Rocus, qui lui était un petit génie aussi belge. Mais putain, il était tellement petit que j'ai dit, qu'est-ce que je vais en faire, toi? J'ai dit, tandis que l'autre, tu vois. Donc, je laisse tomber Rocus. Je dis, le Rocus, je verrai, mais je vais tout mettre sur Federer. Et t'es pas allé lui parler à Roger à la fin de son match? Hein? T'es pas allé lui parler à Roger? Non. Ouais, ou peut-être, ouais, je suis allé lui parler. J'ai dit, tiens, j'ai eu ton coach, Christophe, qui est un pote, parce que j'ai tout fait avec Christophe, donc. Mais bon, il était avec son équipe suisse. C'est pas vraiment le but n'est pas de parler aux petits parce que ça, les entraîneurs ont horreur de ça. Et si on interfère après et si on les empêche que leurs joueurs puissent être sereins parce qu'on a parlé d'un agent, ça fout toujours le bordel. Donc j'ai fait court et je suis après allé à Bâle. Dès que je suis rentré, je suis allé à Bâle.
voir les parents que je connaissais parce que sa mère s'occupait un peu du tournoi de Bâle. Et comme j'avais Marc Rosset en contrat, j'avais déjà un peu pignon sur rue en Suisse. Donc voilà, je représente Marc. J'ai vu Roger jouer. Écoutez, franchement, j'aimerais bien le représenter. Je sais que vous êtes très demandé parce que bien sûr, il n'y avait pas que moi qui avait vu ça. Hein. Même tout le monde aurait pu le voir. Donc je sais que là, j'étais en grande concurrence avec Procer et Octagon. Et j'ai dit, écoutez, voilà, moi, voilà ce que je fais, voilà qui je représente. Si vous voulez leur parler, si vous voulez appeler Guy Forget ou Marc Rosset, sachez que voilà, ils vous donneront l'idée de savoir comment je travaille. Et j'ai fait un forcing monstrueux. J'ai réussi à signer Roger rapidement quand il est devenu, en fait, l'année où il est devenu numéro 1 mondial junior. Ouais. Et puis après, on a continué à travailler. J'ai signé son premier contrat à Nike. Là aussi, c'était pareil. J'ai signé un contrat. C'est moi qui l'ai mis chez Nike, en fait, parce que j'avais des réseaux chez Nike. Chez Nike, ils mettaient le double. Ils ont mis un contrat de 5 ans avec des sommes qui étaient à l'époque vraiment très intéressantes, très bien protégées. Donc, j'étais content de ce contrat. Et puis, après, on a dû travailler pendant 2-3 ans ensemble. Ça se passait très bien. Puis après, il a voulu changer de coach. Il est parti sur un coach qui s'appelait Peter Lundgren, qui était un Suédois que j'avais appelé à l'époque Stéphane Oberer pour le mettre là-bas. Et puis, il est parti avec Peter Lundgren qui lui a fait rencontrer un agent international qui était à l'époque dans le groupe IMG. Et puis, cet agent m'a court-circuité. Et puis, Roger a changé d'agent. Il est passé sur un agent international. Et moi, j'ai pas été bon. J'aurais pu essayer de le garder. J'ai pas été bon. C'était à l'époque où ça faisait au bout de 15 ans, 17 ans, 20 ans de management et je commençais à être un peu fatigué. D'accord. Mais je l'ai revu aux 50 ans d'Arnaud Butch à Roland-Garros. Ça s'est très bien passé. Il était très sympa. J'ai revu ses parents. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire et je suis tellement content qu'il ait pu faire cette carrière. Mais je me rappellerai toute ma vie quand j'ai vu son revers à l'époque à 14 ans. J'avais jamais vu un gosse avec un revers comme ça. Jamais. Waouh, énorme. Jamais. Ce que je te propose, Régis, c'est que on fasse un match retour avec un deuxième épisode où tu puisses nous parler des autres joueurs que tu as accompagnés. Ouais. Et si tu te souviens d'une ou deux anecdotes de toi quand tu étais sur le circuit, tout à l'heure tu me parlais de la Simca et autres virées légendaires. Voilà, sur ce deuxième épisode, on peut vraiment parler un peu plus en détail des joueurs. D'accord. Couvrir un petit peu le golf aussi, parce que ça peut intéresser du monde. Et le football aussi. Et le football, parce que là, on est déjà à une bonne heure et demie. Donc comme ça nous fera 2 épisodes. Et puis, parce que c'est du pain béni, t'es une Bible, donc c'est génial. 14h30 mercredi, d'accord ? Impeccable. Allez, bon pied, bon œil, Régis. Merci. Allez, ciao. Salut. Ciao. Merci d'avoir écouté cette première partie avec Reg, et non pas Rog, même si indirectement il est un peu avec nous. J'espère comme moi que vous vous êtes régalés. Venez nous le dire si c'est le cas en commentaire avec un avis sympa sur Apple Podcast. Parce que c'est sur cette plateforme que tout se joue pour faire connaître la chaîne et nous aider à avoir des invités de ouf. C'est vos retours et vos encouragements qui nous poussent clairement à tout donner chaque semaine. Alors lâchez-vous et laissez-nous un avis. Faites parler votre cœur, comme on dit. Un grand merci à Pierre-Alexis et Romain pour vos derniers commentaires. Romain nous dit « Génial, merci pour ces moments de partage avec les joueuses, joueurs et autres figures du tennis. Échange simple et sincère. À quand Benoît Paire ?» Mais écoute, Romain, quand Ben nous répondra, à moins que vous lui envoyiez tous un message pour le convaincre, qui sait, peut-être que ça marchera. Une autre tactique qui fait la diff, c'est le bouche à oreille. Je vous garantis que ça cartonne. Alors simplement envoyez votre ou vos épisodes préférés à vos potes et abonnez-les directement sur leur téléphone, ça nous aide considérablement. Maintenant, si vous voulez passer la seconde et prendre une longueur d'avance avant que les tournois reprennent, on a des formations gratuites qui vont vous plaire. La première regroupe 14 enseignements du prépa mental Jean-Philippe Vaillant qui est passé au micro. Jean-Philippe a coaché 12 top 100. Ce contenu vous aidera à arrêter de mouiller dès qu'il y a de l'enjeu. C'est cadeau. Et la seconde est au format audio et vidéo. On vous offre 4 clés d'optimisation statistique enregistrées avec notre expert Fabrice Barrault qui travaille avec le coach de Daniil Medvedev entre autres. C'est 1h14 de contenu offert qui vous feront comprendre l'ADN profond de votre jeu. Croyez-moi, j'en ai plus appris en enregistrant ce contenu qu'en faisant du panier depuis mes 8 ans. C'est le deuxième lien en description.
On a des nouveautés qui arrivent les semaines à venir et si tu veux nous souffler des idées, on a un questionnaire en lien qui nous permet de mieux comprendre qui tu es et ce qui te plaît pour continuer à te régaler. Enfin, merci aux tipeurs récurrents qui nous soutiennent sur la plateforme Tipeee. Et ça fait chaud au cœur parce que ce podcast, c'est énormément de temps investi. C'est plus de 10 heures par épisode. Et nous soutenir nous encourage à tout donner chaque semaine. Vous pouvez le faire à hauteur de 2 €, soit un café par mois. Tous les liens vers les formations gratuites, le sondage, le compte Tipeee et même plus sont en description juste en dessous de l'épisode. Voilà les légendes, merci pour vos bonnes ondes et vos messages chaleureux. N'hésitez pas aussi à me faire un coucou sur LinkedIn. C'est toujours un régal de vous lire. Et si vous avez des idées de projets ou de collab, nous les étudierons de près. Mon nom sur LinkedIn, c'est Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À très vite les légendes et prenez soin de vous. Ciao.